Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir pour cet atelier autour du calcul d'émissions de CO2 de la gestion des sinistres en automobile en France. Donc nous sommes à la table 3 intervenants. Catherine Soulard, qui est chez Crédit Agricole Assurance, experte climat-environnement. Benoît Lamarsaud, à ma droite, directeur pilotage performance de BCA Expertise. Et moi-même, Bruno Lepoivre, en charge du programme Net Zéro pour Crédit Agricole Assurance Pacifica. Je vais prendre la manette pour passer les slides. Cette présentation s'appuie sur un livre blanc qui a été publié l'année dernière, qui est un travail qui a été réalisé avec un certain nombre d'acteurs et le livre blanc est disponible. Si vous tapez sur Internet livre blanc BCA Assurance ou livre blanc Crédit Agricole Assurance, pour citer nos deux maisons, vous le trouvez tout de suite, il est téléchargeable et on a quelques exemplaires que vous pourrez prendre en physique à la fin. C'est une démarche qu'on a voulu collective, transparente, puisque tout a été publié et disponible. On a voulu le faire dans une démarche de représentativité, puisqu'on a récolté, on a pu traiter avec l'Institut Louis Bachelier un grand nombre de données qu'on estime représentatives du marché français, et puis avec des acteurs représentatifs de la filière. Donc je tiens à remercier les principaux partenaires de cette étude, Crédit Agricole Assurance, Europe Assistance, BCA Expertise. Je citerai en dernier l'Institut Louis Bachelier. On a également travaillé avec Back2Car, qui est la marque de Alliance Automotive Group, des constructeurs automobiles, AkzoNobel, un des leaders de la peinture pour le secteur de l'automobile, Acercar, un réseau de garages agréés, et Valeo, qui s'est engagé dans le remanufacturing des pièces. Et on a travaillé sous l'égide de l'Institut Louis Bachelier pour à la fois avoir un acteur indépendant qui puisse traiter les données, puisque les données provenaient de différentes sources et notamment de plusieurs acteurs de l'assurance, et qui a apporté à la fois un appui méthodologique et une puissance de calcul qu'ils ont dans leur lab, ESG Lab et Data Lab. Voilà, donc on va commencer par un point que Catherine va faire sur un peu de contexte et de démarche générale, méthodologique. Puis avec Benoît, on va à deux voix présenter la méthodologie spécifique appliquée à cette étude et la présentation des résultats. Bonjour tout le monde. Donc peut-être avant de rentrer dans le détail des travaux que nous avons conduits et de vous présenter aussi les résultats qui vont avec, c'est toujours intéressant de remettre un peu les choses en perspective et puis ainsi mieux comprendre pourquoi on fait certains travaux. Alors j'imagine que vous êtes tous familiers avec le mécanisme des gaz à effet de serre. Bon, au cas où ce ne serait pas le cas, voilà quand même un petit slide qui va synthétiser rapidement ce qui se passe autour de nous. Donc vous avez bien en tête que les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées de manière massive par l'homme, notamment ces dernières années, génèrent une augmentation, une élévation de la température moyenne mondiale, et dans des proportions qui sont quand même relativement conséquentes. Vous avez dans le graphique en haut à gauche, malgré les évolutions et les politiques publiques qui peuvent exister, les engagements pris par un certain nombre d'États dans le monde, une trajectoire toujours à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Entre 1990 et à peu près 2020, on a quand même globalement plus de 60% d'émissions en plus. Alors, ce n'est pas le cas partout au niveau mondial. Sur la zone en Europe, on est plutôt à moins 30%. Et en France, on est plutôt à moins 27%. Mais le mécanisme étant mondial, c'est le jeu en fait, des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui va avoir un impact direct sur l'élévation de la température mondiale. Et ces émissions de GES se sont fortement accélérées ces dernières années. Donc ça, c'est le graphique que vous avez en bas à gauche. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une empilation des différentes sources d'énergie. Donc, on a commencé par le charbon, et puis après, le pétrole s'est ajouté en fait, au charbon, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez bien que sur les 20 dernières années, on a un tiers des émissions de gaz à effet de serre d'origine fossile émises par les êtres humains qui sont venus s'agglomérer en fait, dans l'atmosphère. Et si on regarde juste l'année 2019, mais on n'a pas de trajectoire vraiment très différente sur les années qui suivent, c'est presque 90% en fait de la combustion des énergies fossiles qui génèrent ces émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est au niveau mondial. Parfois, on entend souvent, oui, mais nous, en France, on n'est pas un gros émetteur. Alors, oui, c'est vrai en termes de flux. Donc, on sait que 1% des émissions mondiales territoriales annuelles,
territorial, attention, il y a aussi les importations. Mais bon, là, si on regarde juste au niveau territorial, c'est vrai que les émissions sont assez faibles. Par contre, on a quand même un phénomène d'inertie des gaz à effet de serre qui reste dans l'atmosphère. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle le phénomène demi-vie. Donc, vous avez le CO2 qui, au bout de 100 ans, va être encore présent à moitié dans l'atmosphère. Le méthane, c'est 12 ans. Et pour des gaz fluoraux, on est à 50 000 années. Donc, toutes les émissions historiques et antérieures qui ont été émises se retrouvent encore globalement en partie. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi la responsabilité et les émissions cumulées d'origine fossile. Et lorsqu'on regarde cette photo-là, on voit que cette fois-ci, on n'est plus à 1% des émissions mondiales au niveau de la France, mais nous sommes la 8e nation pour les émissions cumulées d'origine fossile. Donc je le disais, en fait, on a une trajectoire globale en France de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, les efforts réalisés ces dernières années ne sont pas toujours couronnés de succès. Le deuxième budget carbone ne devrait pas être tenu. Je crois que le CITEPA a produit ce matin, d'ailleurs, sa photo du bilan carbone de la compta nationale et la trajectoire est un peu moins bonne que prévu. Et ça s'explique d'ailleurs par nos puits, donc, qui sont nos forêts et qui en fait stockent beaucoup moins le carbone que prévu. Et c'est une très mauvaise nouvelle puisque dans le même temps, le ralentissement n'est pas suffisant sur les émissions. Et pour autant, il va nous falloir quand même accélérer fortement puisque sur la période à venir, 2024-2030, il faudrait que les émissions nettes baissent à un rythme 1,3 fois plus vite que ce qu'on a fait sur la période précédente, 2019-2023. Donc les enjeux sont forts. Donc forcément, l'augmentation de la température va avoir des conséquences majeures. En France, on a encore des latitudes plutôt clémentes, mais ce qui se joue, c'est aussi la capacité de vie sur Terre à certains endroits. Donc, vous avez le graphique où vous avez des couleurs particulièrement écarlates. Dans un scénario de plus 4 degrés en 2100, donc, vous avez aussi tout un phénomène qui va se combiner aussi avec la perte de biodiversité et aussi entraîner un certain nombre d'effets significatifs sur la santé humaine. Donc face à ça, effectivement, tous les acteurs doivent se mobiliser. Donc, on parle souvent du triangle de l'inaction, c'est-à-dire que chaque catégorie d'acteurs attend que la catégorie d'à côté soit active. Donc on attend beaucoup des pouvoirs publics, certes, ils ont une capacité d'action qui est importante, législative, et on voit bien que ça va être aussi un sujet important sur le sujet dont on va parler tout à l'heure. Mais en tant que consommateur, on a aussi une responsabilité et des leviers d'action, et puis bien entendu, entreprises. Donc nous sommes des entreprises, nous avons aussi une capacité d'agir significative. Et la pression réglementaire aussi qui s'ajoute par-dessus. Donc on voit ces dernières années, on a aussi une augmentation assez forte des textes en matière de réglementation durable. Peut-être un petit tassement en ce moment, on peut espérer effectivement que ça ne se poursuive pas au vu de l'importance des enjeux. Donc l'importance de se décarboner, comment procéder? Alors en général, alors ça marche bien pour le carbone, ça marche moins bien pour la biodiversité, mais on a quand même des instruments de mesure. On peut mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour ça, il faut des méthodologies. Donc, en tant qu'assureur, par exemple, on a quand même assez peu de méthodologies. On connaît ce que fait PICAF, et PICAF qui a produit des jeux de méthodologie pour les institutions financières, et notamment une méthodologie dédiée au secteur de l'assurance, mais qui n'est pas encore complète, ne vise pas tous les marchés. Pour l'instant, elle couvre le secteur de l'assurance auto, et puis les entreprises, et voilà. Pour l'instant, c'est étendu des travaux et ne couvre pas l'ensemble des activités d'assurance. Une fois qu'on a cette mesure qui est faite, on peut commencer à travailler sur l'établissement d'une trajectoire. Donc, pour avoir une trajectoire, il faut avoir une cible. Donc, la cible, ça passe par quel est notre budget carbone. Donc, en général, on définit cette cible au niveau mondial et puis on procède par descente d'échelle. Donc, on applique ensuite ce budget à l'échelle nationale. Donc là, la France en l'occurrence. Et puis après, on peut segmenter de manière plus fine à nouveau et redescendre ainsi, par exemple, pour le secteur auto qui va nous concerner. Donc on a fait notre deuxième étape qui est de calculer la trajectoire cible, la définir. Et après, il faut passer à l'action, c'est-à-dire quel est le plan d'action, quels sont les leviers à notre disposition et qu'on mesure l'efficacité en reprenant l'étape numéro 1 pour pouvoir voir quelle est l'efficacité de nos différents leviers. Donc aujourd'hui, on va parler de l'auto.
Alors l'auto, déjà il faut avoir en tête que le secteur des transports en France c'est le principal poste d'émission. C'est à peu près un tiers des émissions totales. Et à l'intérieur de ces émissions, on a l'écrasante partie, qui est donc 3/4, qui est relative au roulage des voitures et des véhicules utilitaires. Dans le graphique que vous avez en bas à gauche, donc là on n'a pas encore le chiffre définitif, ce qu'on attend, la stratégie nationale bas carbone, la 3e version, qui peut-être ne saurait tarder. Donc vous voyez la cible, c'est le petit point en vert, donc qui montre par rapport à déjà ce qu'on a enregistré de manière historique, qu'on a une marge très importante encore qui nous reste à franchir. Globalement, le secteur des transports a relativement tardé pour amorcer sa trajectoire de décarbonation. Elle est a priori un petit peu entamée, on a l'impression de le voir arriver, mais vous voyez l'étendue des progrès qui restent encore à accomplir. Et la complexité aussi de ce sujet, c'est qu'un certain nombre de freins se posent aussi, et notamment des enjeux en matière de transition juste qui sont particulièrement importants. Donc voilà, pour poser un petit peu le pourquoi de nos travaux, secteur des transports, premier secteur émissif, à l'intérieur une grosse partie au titre du secteur automobile. PICAF a proposé une méthodologie, mais qui concerne le roulage. Et nous, en tant qu'assureurs, nous gérons des sinistres, nous réglons des sinistres, et on n'avait aucune visibilité sur les émissions carbone qui étaient générées par cette activité qui est au cœur de notre volet assureur. Donc, nous nous sommes fixés comme objectif d'établir une méthodologie, en tout cas de proposer de manière assez ouverte une méthodologie selon différents critères, qu'elle soit basée sur des informations et des méthodes scientifiques, qu'elle soit transparente, opposable, et puis enfin qu'elle soit construite avec l'ensemble des acteurs de la filière, puisqu'on voit que dans la chaîne de valeur, on a beaucoup d'acteurs qui disposent de beaucoup de données et d'informations et qui vont être particulièrement nécessaires pour l'établissement de la méthodologie. Alors, on va prendre le relais pour présenter justement dans le détail cette méthodologie et les premiers résultats. Alors, déjà, considérons, c'est quoi la gestion d'un sinistre automobile? Alors, vous avez tous connu ça. En moyenne, un Français connaît au moins 3 sinistres automobiles dans sa vie de conducteur. Un sinistre automobile, on a considéré toutes les étapes, tout ce qui était porté par le contrat d'assurance. C'est-à-dire toutes les étapes entre le lieu de l'impact et la remise en état et la reprise du véhicule à la fin de la réparation. Donc vous avez sur cette infographie les différentes étapes, le sinistre, le traitement du sinistre en tant que tel, c'est-à-dire est-ce le véhicule est immobilisé ou pas. S'il est immobilisé, il doit être dépanné. Il peut être dépanné sur place ou il peut être dépanné, remorqué jusqu'au lieu d'expertise et de réparation. Si le véhicule n'est plus roulant, il y a des étapes d'assistance qui peuvent être mobilisées avec la mobilisation de véhicules de remplacement, de taxis, pour permettre au conducteur de poursuivre son activité. Enfin, l'étape de remise en état du véhicule avec les réparations, et on va détailler tout cela. Et lorsque le véhicule n'est pas réparable, il peut être démantelé et on a pris en compte les étapes de démantèlement du véhicule pour la fabrication de pièces issues de l'économie circulaire. Donc voilà l'ensemble des étapes qui sont dans notre périmètre. Si on regarde plus en détail, ce qui est inclus, ce qui est exclu. Ce qui est inclus dans notre périmètre, c'est la première étape, si on le prend dans l'ordre de survenance des événements, l'assistance. Donc on prend en compte dans l'étude la mesure des émissions du remorquage du véhicule accidenté jusqu'au lieu de stockage, puis jusqu'au garage, le taxi, le cas échéant. On a pris en compte, et ça c'est un parti pris important sur lequel on a eu quelques débats, l'utilisation du véhicule de remplacement. Et on a régulièrement l'objection en disant mais pourquoi? Parce que le véhicule de remplacement, il remplace un véhicule qui aurait roulé de toute façon. Donc dans une étape, dans une perspective de bilan carbone global, évidemment, le roulage du véhicule de remplacement est équivalent au roulage du véhicule accidenté. Sauf que on est dans une perspective de publication dans la CSRD, on pourrait y revenir, et de domaine de responsabilité. Et donc, il est du domaine de responsabilité de l'assureur de piloter et de la filière et les acteurs qui mettent en place les véhicules de remplacement. Donc, on a inclus le véhicule de remplacement. Le déplacement des experts, la remise en état du véhicule, quelles que soient les modalités, on zoomera sur ces modalités. Et puis enfin, on a pris en compte le démontage des véhicules hors d'usage. On l'a pris en compte
dans les pièces de réemploi, ce qu'on expliquera plus en détail. On a exclu un certain nombre de choses. On a exclu les conséquences indirectes. Par exemple, un sinistre peut occasionner des embouteillages monstres. Les embouteillages, c'est des émissions supplémentaires qui nous a paru très difficile d'évaluer, peut-être dans le cadre d'un bilan carbone de politique publique, pourquoi pas, mais là, dans le cadre de notre étude, ça sortait du périmètre. Les services de secours mobilisés, etc., tout cela n'a pas été pris en compte. Les dommages aux infrastructures, soit publiques ou privées, n'ont pas été pris en compte. La remise en état des infrastructures n'a pas été intégrée. On a également exclu les sinistres corporels, très difficiles à évaluer, ça reste à travailler. Et la responsabilité civile, c'est-à-dire pour les véhicules assurés au tiers, on a considéré que ce n'était pas piloté par l'assureur du conducteur, c'était par l'autre assureur. Et lorsque les véhicules ne sont pas assurés en dommages, en toute cause, la réparation n'est pas portée par le contrat. Et puis, autre point important, c'est que nous avons exclu le roulage ultérieur des véhicules remis en état ou indemnisés. C'est-à-dire que lorsque un véhicule est déclaré économiquement ou techniquement hors d'usage, on l'indemnise, l'assureur indemnise le véhicule, le roulage du véhicule aurait pu être, sous certaines perspectives, pris en compte. Et certaines personnes militent pour cela. On l'a exclu pour plusieurs raisons. La principale raison, je ne sais pas si on y revient derrière ou si je l'explique ici, la principale raison, c'est qu'il y a un risque de double comptage. Le roulage du véhicule, déjà, c'est un événement futur, c'est-à-dire que le véhicule indemnisé, c'est une indemnisation monétaire, l'assuré reçoit cette somme, n'est pas obligé de racheter un véhicule. Et donc, c'est un événement futur qui n'est pas certain d'avoir racheté un véhicule. Donc, on ne peut pas escompter les émissions futures d'un événement incertain. Ça, c'est la principale raison qui fait qu'on ne prend pas en compte les émissions du roulage. Se rajoute le fait qu'il y aurait un risque de double comptage entre les émissions de la gestion des sinistres, si on le prenait en compte, et du roulage, dans le cadre du portefeuille de l'assuré, si le véhicule est assuré derrière. Voilà. Donc, on a exclu ce roulage futur. On pourra en débattre s'il y a des questions sur le sujet. Deux questions restent en suspens, sur lesquelles on a pris une position temporaire. C'est l'empreinte propre des entreprises d'assurance et d'assistance. Pour deux raisons. Une raison très pratique, c'est que tant pour Europe Assistance que pour Pacifica, les bilans n'étaient pas terminés au moment de cela. Donc, on n'a pas inclus notre empreinte propre. Et puis, c'est très dépendant de méthodologie interne. Donc, on a considéré, pour l'instant, que l'empreinte propre était exclue du périmètre. Et enfin, le dépannage sur place, même si c'est porté par le contrat d'assurance, donc ce serait légitime à être intégré, on a restreint sur la question de la collision. Les sources de données sont les suivantes, je ne vais pas les détailler trop en détail. Donc l'assistance fournie par Europe Assistance, l'expertise par BCA, le traitement des véhicules hors d'usage par Alliance Automotive Group, la remise en état à partir des expertises réalisées par BCA et le bris de glace à partir des données Pacifica, ce qui nous donne une certaine représentativité sur le marché français, d'où l'ambition de faire une photographie sur le marché. Alors, pour parler du modèle, le modèle se base sur deux choses, c'est-à-dire, premièrement, des facteurs d'émission. Il s'agit là de facteurs d'émission physiques. Et après, la détermination et la comptabilisation des postes d'émission, et notamment leur fréquence d'occurrence. Donc, en quelque sorte, on a une collection de facteurs d'émission qu'on va appliquer sur un sinistre moyen, c'est-à-dire qu'on calcule sur justement, voilà, un agrégat de données, le profil de ce sinistre moyen, les fréquences moyennes de chacune des postes d'émission, sur lesquels on va appliquer ensuite les facteurs d'émission, et on va arriver à avoir notre facteur d'émission moyen par sinistre, et qu'on peut du coup après extrapoler sur le portefeuille. Ces facteurs d'émission, on est à peu près un peu moins de 60 facteurs d'émission utilisés dans le modèle. On les voit ici, ils vont être bien sûr propres à chacune des activités qui constituent finalement le parcours du véhicule sinistré et de l'assuré, bien évidemment, avec les différentes étapes. On a l'assistance, où on va être plutôt sur une quantification
kilométrage parcouru sur les opérations d'assistance, avec aussi le profil de véhicules utilisés. Et ça, c'est important, le type de motorisation, puisqu'on y reviendra sur les leviers après. On a l'expertise, puisque l'expertise, elle mobilise dans un certain nombre de cas un déplacement physique d'un expert pour faire son intervention. On a, comme sur l'assistance, au niveau des garages agréés, des véhicules de remplacement qui sont fournis. Et là également, on va avoir cette logique de déplacement, de distance moyenne et de motorisation. Et quelque chose d'assez important, parce qu'il y a beaucoup de leviers qui sont associés, c'est sur la remise en état du véhicule, puisque là, en fait, on va avoir des choix méthodologiques qui sont faits entre l'expert et le réparateur, qui vont déterminer la façon dont le véhicule va être réparé. Donc la façon, c'est est-ce que je remplace des pièces ou est-ce que je les répare? Et si je dois les remplacer, est-ce que je peux utiliser des pièces issues de l'économie circulaire? Donc cette palette de choix qui vont s'offrir pour remettre en état le véhicule vont avoir un impact après très fort sur les émissions, puisque la réparation peut impliquer, si on remplace par des pièces neuves, la fabrication de pièces neuves, ou à contrario, activer une économie circulaire. Donc là, on va être vraiment, je vais faire un zoom juste après, sur aussi le profil du sinistre, le profil d'un sinistre moyen de la voiture qui est accidentée. Et enfin, on a aussi les bris de glace. Pourquoi on les a distingués? Parce que les bris de glace font souvent l'objet d'une garantie distinguée en automobile, avec des parcours clients très, très différents, puisqu'on a un certain nombre d'étapes qui ne sont pas présentes. Toutefois, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est émissif, et surtout avec des leviers, notamment dès lors qu'on va réparer le pare-brise, puisque son remplacement. Si on regarde le sinistre moyen en collision, finalement, c'est une illustration. Nous, on a pris en considération un peu plus de pièces que celles qui sont montrées ici, mais on voit déjà que sur chacune des pièces qui constituent le véhicule, qu'on va appeler les pièces de peau, la carrosserie extérieure, ça va être d'un côté les pièces qui sont le plus fréquemment impactées, et ce sont les pièces qui sont aussi souvent assez volumineuses et qui donc par là même vont être émissives en termes de fabrication, aussi en termes de transport. Toutefois, si on regarde, on a des fréquences qui sont indiquées ici. Chacune de ces pièces ont des fréquences très différentes, c'est-à-dire qu'autant un pare-choc avant, un sinistre sur 3 quasiment est touché, ce qui est beaucoup moins le cas, par exemple, pour un capot, pourtant qui n'est pas très loin, c'est plutôt 8% de fréquence. Et sur chacune de ces pièces, on va avoir aussi des spécificités sur la capacité à soit les réparer, donc ça c'est plutôt des contraintes techniques qui font qu'on pourra les réparer, ou quand on les remplace, la capacité à mettre de la pièce issue de l'économie circulaire, qu'on appelle PIEC ici. Pourquoi? Parce que les pièces issues de l'économie circulaire, finalement, elles sont alimentées par les voitures qui ne sont pas réparées, qui sont envoyées dans les centres VHU. Donc on est dans une logique il faut avoir des stocks suffisants qui correspondent aux voitures accidentées. Et là, on a clairement un enjeu, parce que les voitures qui aujourd'hui, entre guillemets, partent à la casse, elles ont presque 15 ans de moyenne d'âge, alors que celles qui sont réparées, elles ont 6 ans de moyenne. Donc on n'a pas une compatibilité parfaite. C'est pour ça qu'on se retrouve sur des taux qui sont assez disparates et qui ne pourront jamais être, je dirais, à 100%. Alors, les résultats. On va les prendre étape par étape. Déjà, en résultats consolidés, on voit les émissions. On a distingué le dommage collision et le bris de glace. À gauche, sur le dommage collision, les émissions totales moyennes d'un sinistre collision s'établissent à 146,4 kg
par sinistre, avec une ventilation où on voit des grands postes qui émergent et qu'on va détailler un peu plus loin dans les plaques détaillées, avec le véhicule de remplacement qui occupe 37%, la remise en état 26% et la peinture, ça c'était notre grosse surprise, la peinture en tant que telle, ou la mise en œuvre de la peinture pour être plus précis, qui occupe 27%. Pour le sinistre bris de glace, on est à 19 kg, avec en très grande majorité le remplacement du pare-brise ou des autres éléments vitrés, la réparation étant très très peu émissive et ne représente que 0,1%. Alors regardons les étapes plus en détail. Les tableaux se lisent toujours de la même façon. Vous avez le poste, les émissions unitaires par opération, donc un remorquage ici, si on les lit de gauche à droite. Un remorquage, c'est 10 kg de CO2. Ça intervient dans un sinistre sur 10, dans 10% des cas. Et donc les émissions pour un sinistre moyen, c'est 1 kg pour le remorquage. Le taxi, 10 kg et 0,3 kg par sinistre moyen. Et l'énorme poids du véhicule de remplacement, qui représente 80% des émissions du poste assistance. Là, on parle du véhicule de remplacement mis à disposition par l'assistance, pas le véhicule de remplacement mis à disposition par le garage qui intervient derrière. Je te laisse sur l'expertise quand même, Benoît. Voilà, sur l'expertise, effectivement, il y a le déplacement de l'expert, mais aujourd'hui, les experts réalisent en moyenne sur le marché plus d'un tiers de leur expertise à distance sans se déplacer. En mobilisant finalement de la digitalisation auprès des réparateurs qui transmettent des dossiers numériques avec des photographies, des devis, et qui vont, pour un bon nombre de cas, permettre de techniquement réaliser l'expertise, contrôler la sécurité du véhicule, et tout ça à distance sans se déplacer. Donc c'est clairement un levier important au niveau de cette activité-là, puisque elle réduit l'un des plus grands postes d'émission qui sont les kilomètres parcourus par les experts. Et voilà, ça permet de contribuer, et on va voir, c'est un facteur encore de développement sur la réduction des émissions. Si on regarde sur le poste de remise en état du véhicule, Bruno l'a évoqué, il y a un très fort poids de la peinture, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est à peu près là, dans cette étude, dans le livre blanc, quasiment un poids égal entre les opérations de remplacement, les pièces, la main-d'œuvre associée pour les monter sur le véhicule, autant la peinture et autant le véhicule de remplacement fourni par le garagiste, cette fois-ci, ont des poids quasi égaux. Vous voyez, 40, 39, 54, le véhicule de remplacement un peu plus émissif. Mais ce qu'il faut avoir en tête, puisqu'on parle de la peinture, ça mobilise deux choses. Beaucoup d'énergie, parce qu'aujourd'hui, il faut mettre le véhicule dans une cabine de peinture qui, elle, est chauffée. Donc là, suivant l'énergie qui va être utilisée pour chauffer la cabine, du fuel, du gaz, de l'électrique, forcément, ça va être plus ou moins consommateur. Et après, il y a le produit de peinture en lui-même, qui est aussi par nature émissif. Donc on a aussi sur les pièces, j'en ai un petit peu parlé, et c'est l'objet quand même d'un zoom rapide pour donner les ordres de grandeur. Finalement, dans la méthodologie, si on remplace par une pièce neuve sur une base 100, une pièce issue de l'économie circulaire va peser 20, quand la réparation de la pièce, elle, ne pèse que 10. Donc il y a quand même un rapport de 1 à 10 entre remplacer une pièce et la faire réparer. Mais pour mettre ça en œuvre, finalement, les compétences à mobiliser chez les réparateurs dans les ateliers sont très différentes. Puisque assembler, monter des pièces, c'est une chose. Être capable de réparer une pièce, la reformer et s'assurer que derrière, elle répond aux critères de sécurité initiaux, c'est des compétences très différentes. Et donc ça, c'est, je dirais, des enjeux assez forts pour les réparateurs pour continuer à maintenir ces compétences dans leurs ateliers. Rapidement, sur les bris de glace, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans bon nombre de cas,
les éléments vitrés se réparent. On a quelques exceptions techniques, notamment sur un pare-brise. Si on a un impact dans le champ de vision, là, on ne la réparera pas parce que ça peut poser des problèmes ultérieurs. Au-delà de ça, suivant la nature de l'impact, on arrive globalement à les réparer. Et finalement, la réparation ne coûte quasiment rien en émission, alors que le remplacement va nécessiter de mobiliser une fabrication d'un élément vitré, son transport, etc. Quelques mots sur le... Oui, quelques mots sur l'international, donc qui ne figurent pas dans le livre blanc, parce que ce sont des travaux qu'on a conduits depuis, puisqu'on a fait le même exercice sur 3 entités de Crédit Agricole Assurance qui sont à l'international. Donc là, ça n'a pas vocation à être représentatif du marché. En tout cas, ce sont des chiffres propres à chaque entité. Donc on a appliqué la même méthode sur la gestion des sinistres sur les 4 entités, donc Pacifica pour la France et les banques ou partenaires assurances pour les entités. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a des ordres de grandeur qui se retrouvent, c'est sans surprise, mais il y a quand même des écarts assez significatifs qui s'expliquent par plusieurs raisons. Il y a des champs de garantie qui peuvent être différents, c'est-à-dire que selon les types de contrats, par exemple, l'inclusion en systématique de garantie d'assistance n'est pas toujours faite. Donc le périmètre du contrat n'est pas strictement identique entre les pays. Idem sur les véhicules de remplacement. C'est aussi à la fois une question de contrat et une question d'habitude pays. On s'est rendu compte en échangeant avec nos collègues étrangers que les habitudes ne sont pas les mêmes. En France, il y a une culture du véhicule de remplacement qui est bien plus forte que dans les autres pays, par exemple. Il y a des questions d'usage, et notamment d'usage des garages des réparateurs, où il y a, selon les pays, des taux de réparation versus remplacement qui sont très différents. Il y a et là, effectivement, en Espagne, au Portugal, il y a une culture de la réparation qui est un peu plus forte que chez nous. Il y a un impact de la réglementation. J'ai l'exemple en particulier en Espagne où la réglementation pour l'usage de pièces de réemploi est très stricte. Il demande un label ou un agrément pour chaque pièce qui est utilisée. Donc on est loin de la proposition systématique qui doit être faite en théorie en France par les garages. Et donc ce qui explique que le taux de pièces est très faible en Espagne alors qu'ils sont capables de démonter tout aussi bien que chez nous. D'ailleurs, ils exportent en France des pièces de réemploi. Et puis enfin, les mix énergétiques. On a en France un mix énergétique qui est fortement décarboné à cause du parc nucléaire, ce qui est beaucoup moins le cas dans les autres pays considérés. Voilà. En tout cas, c'était intéressant de faire l'exercice avec les autres pays parce qu'on y détecte également des pratiques qui peuvent être extrêmement intéressantes pour, derrière, identifier et activer des leviers d'action. Ce qui me fait une transition vers les leviers d'action, parce qu'une fois qu'on a fait le calcul, il faut se poser la question, par rapport au graphique qu'a présenté Catherine tout à l'heure, est-ce qu'il est envisageable, réaliste, de proposer une trajectoire de décarbonation de l'activité de gestion de sinistres automobiles? Alors on a pris, pour chacun des postes les plus émissifs, et on a interrogé les acteurs de la chaîne de valeur pour savoir s'il y avait des pistes de réduction. Donc on a pris, c'est l'avantage d'avoir pu modéliser le calcul, c'est qu'on a pris levier par levier, on a actionné un levier après l'autre pour voir l'impact global. Donc sur les véhicules de remplacement, en prenant l'hypothèse pas si folle que ça, d'ici 2030, d'électrifier 50% du parc, compte tenu de la réglementation, si elle continue à être maintenue, l'impact serait le plus fort puisque ça aurait 11% d'impact, toutes choses égales par ailleurs, avec des obstacles identifiés qu'on ne mésestime pas, du coût élevé, ce qui ramène à la problématique du modèle économique entre l'assureur et l'indemnisation des garages sur les véhicules de remplacement, parce que le coût n'est pas le même pour le garage, des freins de recharge en échangeant avec les garages en disant mais oui, je perds une demi-journée de recharge du véhicule, donc je ne peux pas faire tourner ma flotte de la même façon qu'avec un véhicule technique, et puis des freins psychologiques, notamment pour les clients qui ne sont pas forcément habitués, ça va évoluer, mais qui ne sont pas habitués à des véhicules électriques. Le poste peinture, là aussi, en échangeant avec AkzoNobel, ils nous disent, et notamment sur les fours qu'évoquait Benoît, des investissements pour moderniser les cabines de peinture peuvent avoir des impacts de plus de 40-50%, toutes choses égales par ailleurs.
Il y a aussi des bonnes pratiques, hein. C'est simplement des pratiques de gestion pour mutualiser les pièces, enfin mettre un maximum de pièces dans la cabine. C'est de la gestion très humaine et des bonnes pratiques, hein. J'ai cette anecdote qu'on a eue quand on a interrogé des garages, de garages qui disaient bah oui, effectivement, il faut peut-être que j'arrête de dire aux gars d'ouvrir la cabine pour chauffer le garage en hiver. Vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent avoir des impacts et qui ne coûtent pas si cher que ça, si ce n'est s'acheter une polaire. Sur la réparation, les postes classiques d'augmentation du taux de réparation, et là vous voyez que l'ambition c'est augmenter d'un point, hein, enfin, d'augmenter un tout petit peu le taux de réparation, qui se heurte à des problèmes de main-d'œuvre, ce que nous remontent les garages, problèmes de main-d'œuvre qualifiée, de savoir-faire pour réparer plutôt que remplacer, et de modèle économique derrière, hein. On a eu un beau témoignage à la journée SRA l'année dernière du garage Moret, qui expliquait, en disant, qui mettait ces chiffres sur la table, en disant, voilà, moi, comment je raisonne, mon arbitrage entre réparation et remplacement. Et enfin, augmenter le taux de PIEC. Là aussi, augmenter le taux de PIEC, le passer à 30, c'est très ambitieux, hein, ça veut dire doubler par rapport à la situation actuelle. Et là, ça évoque le problème de sourcing qu'évoquait Benoît. Je vais vous laisser pour les perspectives. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces calculs? Parce qu'on voit des kilos de CO2 de manière unitaire, et on a aussi besoin d'avoir des ordres de comparaison pour voir un petit peu quels sont les volumes en jeu. Donc on s'est livré un petit calcul. Donc là, Bruno présentait tout à l'heure le total de 146,4 kilos de CO2 par sinistre. Et si on le rapporte alors, au nombre de sinistres qu'on a en France, en 2022, c'était 2 450 000 sinistres, ça nous conduit à un total de 358 000 tonnes de CO2. Bon, voilà, ça vous dit peut-être pas forcément grand-chose comme ça. Donc ça correspond à ce qu'on pourrait utiliser ou reprendre dans nos travaux de reporting, notamment en matière de comptabilité carbone propre en interne. Mais là, on ne parle pas du tout du roulage. Et le roulage, si on le rapporte sur le même périmètre, on est à 68 millions de tonnes. Donc là, comme on a fait ce calcul assez approximatif et rapidement, en se basant sur la méthode PICAF dont on a parlé tout à l'heure, qui, via un facteur d'attribution de 5,89% du roulage des véhicules, attribue au portefeuille assuré une proportion des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que les volumes ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument ne pas comptabiliser les émissions de gestion à sinistre, absolument pas, puisqu'on voit bien qu'on a un certain nombre de leviers. Et par ailleurs, chaque degré compte, hein, donc chaque économie ou chaque gramme même de CO2 évité dans l'atmosphère est une plus-value pour la suite. Après, deuxième enjeu, là on propose effectivement une méthode de mesure, une démarche. De toute façon, pour qu'elle soit complète, ça nécessite une adoption de cette mesure, qu'elle soit adoptée le plus largement possible. Pourquoi ? Parce qu'on va aller de plus en plus vers des critères de standardisation à travers la réglementation, qu'elle soit obligatoire ou volontaire. Mais si demain on veut, à travers l'ensemble des reportings qui soient publiés, faire émerger les bonnes pratiques, il faut aussi que tout ceci soit comparable. Et donc ça passe par une adoption assez uniforme par l'écosystème de cette mesure. On a identifié quelles pourraient être les conditions pour favoriser cette adoption. C'est déjà avoir aussi des modèles qui soient intelligibles, qui se comprennent, de sorte à ce que tout le monde puisse les utiliser, les adopter beaucoup plus facilement. On a un gros enjeu sur les sources de données qui sont utilisées pour bâtir ces modèles. Là aussi, il faut s'appuyer au maximum sur des données disponibles, standardisées, avec, disons, une qualité suffisante pour éviter un certain nombre de retraitements. Et tout ça passe par la mise en place de standards. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits auprès
différentes professions qui vont favoriser finalement, à travers toutes ces parties prenantes, l'adoption plutôt consensuelle sur des mesures. Et enfin, dernier enjeu qui nous semble important, puisqu'on parle de gestion de sinistres, la gestion de sinistres chez un assureur, elle est jusqu'à présent énormément basée sur le critère économique. Pour décider, on prend des décisions sur ce critère-là. Sauf que si on regarde aujourd'hui la corrélation entre les émissions et le coût d'un sinistre, c'est ce qu'on présente sur ce graphe, où on a comparé un peu plus de 300 modèles de véhicules entre finalement leur coût moyen de sinistre pour le réparer et leurs émissions moyennes. On voit qu'on n'a pas une corrélation parfaite. Ça, c'est dû à un certain nombre de facteurs, mais essentiellement la conception des véhicules, la réparabilité. Et donc là, on pourrait tirer aussi le sujet de finalement quelle est la durabilité d'un véhicule, comment il est réparable dans le temps, et aussi des notions très liées au prix des pièces, parce qu'on a beaucoup parlé, vous voyez, de pièces et ces choix méthodologiques qui sont faits. Mais finalement, il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que plus le prix des pièces est bas, plus c'est émissif parce qu'on va très rapidement les remplacer plutôt que les réparer, parce que le coût de la main-d'œuvre vient dépasser le coût de la réparation. Donc ça, c'est un enjeu assez fort pour demain avoir, quand on pilote la gestion des sinistres, d'autres critères pour intégrer cette dimension émission. Voilà, c'est sur ce point-là où on va passer peut-être aux questions-réponses, s'il y en a quelques-unes. Oui, ça marche. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'émissions de CO2 entre la réparation, enfin pour un sinistre d'un véhicule thermique et un véhicule électrique? Parce que les véhicules électriques, j'ai cru comprendre que c'est peut-être plus problématique parce qu'il faut tout changer, ou il faut changer la batterie, voire il faut envoyer le véhicule plus souvent à la casse qu'un véhicule thermique, parce qu'on n'est pas capable de changer les batteries. Alors, oui, on a des différences entre les thermiques et les électriques. Après, il n'y a pas une différence très marquée. C'est-à-dire que déjà, la conception d'un véhicule électrique ou thermique est très différente. Si je résume globalement, un véhicule thermique, vous avez un moteur devant qui prend beaucoup de place, de plus en plus, alors que sur un véhicule électrique, ce n'est pas du tout le même composant. Donc en cas de sinistre, ça ne va pas se comporter de la même façon. Pour autant, un véhicule électrique, comme il embarque une batterie, il est aussi souvent beaucoup plus lourd. Donc, pour répondre aux exigences, notamment imposées sur les crash tests, la conception et la déformation du véhicule lors d'un sinistre va être différente. Donc, voilà, oui, c'est différent, mais c'est dur de conclure parce qu'en même temps, on a des équilibres de prix qui sont très différents. Aujourd'hui, les séries sur les véhicules électriques sont beaucoup plus petites et les pièces spécifiques coûtent beaucoup plus cher. Donc, il faut étudier au cas par cas et regarder comment tout ceci va évoluer. Du point de vue de l'assureur, les résultats techniques ne sont pas les mêmes non plus. C'est clairement dégradé sur les véhicules électriques. On a aussi une courbe d'apprentissage à bâtir sur le sujet. I hope it's okay, but I understand the French, but I cannot speak, so I'm gonna ask it in English. And my question would be like, what are the key challenges or risks that might hinder the implementation of those proposals on how to diminish? Did you understand what I already? Yeah. Ouais.
Do you want an answer in English or? If Yeah. you can, would be amazing. Okay, that's a challenge also for me. I would say first challenge is to have a robust and similar methodology within countries and within actors. Because if you have different methodology for same reporting in the CSRD, it would mix the result and be unreadable. The first challenge. Second challenge is to embed the whole value chain. But the good news is that we were very surprised by the maturity of different actors. For example, when we discussed with small body shops, they were well aware of their responsibility. Two, they were asking for support from actors like insurers to help them providing good incentives or good methodology or good advice to reduce their own emissions. And to other challenge is really to have a compulsory pathway. It means embedding the whole value chain. Because one actor alone cannot manage this. For example, if as an insurer I provide or I incentivize my body shops to propose electric vehicles as a courtesy vehicle, if I'm alone to propose that, they won't accept because I'm only a part of the market. But if all the players, all insurers propose the same incentive, that can work. So really, and we're happy to have proposed this white book because it's a global value chain approach, and we are happy to see how mature the players are. Garage, carrosserie. Oui, ça prête à confusion, mais c'est carrosserie. Bonjour, juste une question méthodologique, parce qu'au début de votre présentation, vous avez indiqué que vous étiez en train de considérer l'empreinte propre de l'entreprise d'assurance. Juste, je voulais savoir en quoi ça consistait et en quoi ça pouvait agir finalement sur la méthode, en quoi ça pouvait finalement changer un peu les évaluations. Tu veux dire un mot, Catherine ou... Non, ce qu'on voulait préciser, c'est qu'on n'a pas intégré l'empreinte de fonctionnement de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Voilà. Donc, par exemple, en unité de gestion de sinistre, la personne qui va prendre en charge au téléphone, elle passe du temps. Donc, on pourrait avoir un ABAC qui dit voilà, tant de minutes passées au téléphone, compte tenu des émissions de fonctionnement de l'assureur, ça équivaut à tant de CO2 émis. Voilà. Donc ça, c'était un exercice qu'on avait commencé à faire. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué et que vu les délais impartis, à la fois pour des problèmes de comparaison de méthodes et puis d'exercice de comptabilité carbone propre qui n'était pas terminé, comme le disait Bruno tout à l'heure, on a préféré ne pas intégrer cette dimension-là dans le calcul, mais par contre garder toutes les autres activités. Ok, merci. Bonjour. Est-ce que, fort de cette connaissance, vous avez changé vos pratiques d'ores et déjà? Que ce soit en tant qu'expert d'assurance ou en tant qu'assureur? Côté expert, effectivement, c'est des travaux sur lesquels on est depuis maintenant 2-3 ans. Et en animation de nos équipes, justement, enfin, et notamment les experts, on a déployé des indicateurs de pilotage qui sont justement indexés sur toutes les pratiques vertueuses qu'on a évoquées. Vos outils intègrent ces données-là lorsque vous faites une préconisation? C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut maximiser finalement le nombre de pièces issues du commis circulaire, le nombre de réparations. Et finalement, concrètement, chez nous, c'est ce qu'on appelle des indices de sobriété, où on va évaluer finalement la capacité d'un expert à
déployer des méthodes les plus sobres possibles sur son activité. Nous, on est au début de l'histoire parce qu'on voit qu'on peut avoir un impact, une influence sur un grand nombre d'acteurs. La première chose, c'est que les gestionnaires sinistres ont tous reçu le livre blanc, ont été sensibilisés au travail. Et je pense que ça aide déjà dans le dialogue avec le client, premièrement. Dans le dialogue avec nos garages partenaires, très clairement, ça donne des arguments pour insister sur les pratiques vertueuses que l'on avait déjà, mais sans avoir de métrique derrière. Donc ça donne du poids dans la discussion quand on dit, oui, c'est obligatoire d'ailleurs, c'est réglementaire, le garage doit proposer des pièces issues de l'économie circulaire. Est-ce qu'ils le font tous toujours? Ça se discute. Mais en tout cas, là, ça nous donne du poids pour justifier cette incitation aux pièces issues de l'économie circulaire, à la réparation plutôt qu'au remplacement. Après, on peut aller même plus loin en se disant, mais on peut aussi accompagner les garages pour des investissements. Il se trouve qu'on est banquier aussi, et des investissements pour moderniser leur garage. Donc, pour l'instant, on est au stade où ça nous donne beaucoup d'éléments pour revisiter nos pratiques avec nos partenaires. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va se traduire très concrètement dans beaucoup d'indicateurs. Et dans les produits peut-être. Et dans les offres, oui, parce qu'il y a des réflexions effectivement sur. Je sais qu'il y a des acteurs qui, pas en France, mais en tout cas à l'étranger, j'ai vu des offres où des acteurs obligent quelque part dans les garanties le client à prendre, à avoir des garanties, avoir des réparations plutôt que du remplacement et des réparations par des pièces d'occasion en grande priorité. Donc ça peut être des pistes d'évolution des offres. Bonjour, j'avais deux questions. Est-ce que vous avez eu des challenges par vos commissaires aux comptes pour faire valider cette publication de votre empreinte carbone dans votre rapport CSRD? Et par ailleurs, est-ce que vous envisagez d'étendre ces travaux à l'assurance habitation, à la gestion des sinistres habitation? Alors oui, j'ai été, parce qu'on a eu la question de nos commissaires aux comptes qui sont rentrés, parce qu'on a publié donc ce chiffre, alors pas ce chiffre-là, parce que ça c'est Approche France. Donc on a publié pour les émissions de gestion sinistre automobile sur 2025 pour l'année 2024. Et nos commissaires aux comptes nous ont challengés, donc ils sont rentrés dans l'outil, ils ont voulu voir l'outil de calcul et ils nous ont questionné poste par poste, déjà pour eux bien comprendre, parce que c'était complètement nouveau pour eux, mais ils nous ont effectivement challengés pour justifier chacun des calculs, les sources, l'opposabilité des travaux. Et sur la deuxième question, la réponse est oui. On s'attelle à faire l'exercice également sur l'assurance habitation, qui est encore plus compliqué. Oui. Alors effectivement, on ne l'a pas détaillé ce point-là. Le parti pris, c'était comment mesurer les émissions d'une pièce issue de l'économie circulaire. Une pièce neuve, il y a toute l'étape de fabrication de la pièce que l'on prend en compte et qui rentre dans le bilan carbone. Une pièce d'occasion, on considère que le bilan carbone de la fabrication de la pièce, il a déjà été amorti par ailleurs. Et donc, c'est quoi les émissions d'une pièce d'occasion? Les émissions d'une pièce d'occasion, c'est toutes les émissions du déconstructeur automobile qui va aller récupérer l'épave sur le lieu de stockage après que la dépanneuse l'ait déposée. Donc c'est le transport du véhicule, de l'épave, du lieu de stockage jusqu'au centre de démantèlement. Et ce sont les émissions de toutes les opérations de démantèlement du véhicule. Donc consommation de gaz, d'électricité, de gasoil le cas échéant, de l'usine, parce que ce sont vraiment des centres industriels, hein, on ne parle pas de la petite casse de proximité, qui sont utilisés. Donc on a fait le bilan carbone finalement avec Alliance Automotive Group, c'était l'occasion pour eux de le faire. Donc on l'a fait ensemble, leur bilan carbone de déconstruction. Donc toutes les consommations des 23 usines, des 23 centres de démantèlement de Alliance Automotive, divisées par le nombre de pièces produites.
D'accord, les pièces sortantes, on ne les a pas intégrées. Ça rentrerait a priori plutôt dans le bilan du garage. Si c'est lui qui produit la pièce quelque part, il démonte le véhicule accidenté, peut-être qu'il revend ses pièces ou il les remet en circulation. Mais en tout cas, on n'a pas intégré les pièces sortantes dans le bilan. Disons que quand on est au niveau d'une réparation de véhicule, la pièce sortante, c'est une pièce qui est détruite à peu près. Et donc, effectivement, ce qu'on récupère, c'est du matériau pour le recyclage. En revanche, c'est compliqué pour nous d'imputer, de dire avec certitude que ce matériau va être remonté demain sur une automobile, parce que peut-être que ça va être, je ne sais pas, toute autre chose qui va être fabriquée avec ce matériau-là. Oui, vous évoquiez un peu plus tôt le besoin d'un consensus pour faire émerger ces méthodologies en pratique de place. Alors je comprends que vous en avez discuté avec vos commissaires aux comptes, comment vous voyez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'avancée de ces travaux au niveau des réflexions de place, des échanges avec l'ANC, avec la CNCC, si c'est des réflexions qui sont actuellement en cours et si oui, à quel niveau de maturité le discours vous paraît avancer. Merci. Oui, alors pour les réflexions de place, il y a plusieurs lieux où il y a des réflexions, en tout cas pas ceux que vous évoquez, mais pour l'instant on n'a pas d'échange avec les commissaires aux comptes dans une approche mais à mener, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'a pas du tout été sollicités et on ne les a pas sollicités non plus sous cet angle-là. Il y a deux lieux où cette réflexion a été portée sur la place publique, même si, donc nous on l'a présenté, on est heureux de le présenter aujourd'hui, on l'a présenté à la journée sinistre et réparation automobile l'année dernière, en invitant à ce qu'il y ait une démarche de place. C'est des travaux qu'on a évoqués au sein de France Assureur, dans différents groupes de travail de France Assureur. Et ce sont des travaux qu'on a évoqués à l'international, puisqu'on est membre du Forum for Insurance Transition, qui a pris le relais de l'ex-Net Zero Insurance Alliance l'année dernière. Et c'est un sujet qui est abordé dans le cadre de cette alliance. J'ai eu l'occasion de présenter les travaux à des confrères d'autres pays. Et ça intéresse beaucoup d'ailleurs, parce qu'on est un des rares pays à avoir travaillé le sujet, avec nos collègues australiens qui ont un peu travaillé le sujet au niveau de la Fédération australienne des assureurs. Et sinon, il y a assez peu de monde qui a travaillé le sujet. Donc oui, il y a une recherche de trouver une méthodologie commune à l'échelle internationale. Et on est heureux d'annoncer que PICAF lance un groupe de travail sinistre à partir de ce mois-ci. Donc on va être associé à une réflexion de PICAF qui a pour ambition de mettre sur la place publique une méthodologie commune pour les acteurs. Donc spécifique à la gestion des sinistres. Eh bien, merci à tous. Vous avez quelques exemplaires pour ceux qui veulent du papier. Merci.